Le 3 septembre 2008 devait marquer un nouveau départ pour Marcus Caldwell, âgé de 7 ans. L'excitation montait depuis des semaines dans leur modeste maison de l'avenue Elmhurst, à Bearwood Falls, dans le Montana. Diana Caldwell aidait son fils à choisir sa tenue pour le premier jour d'école et à remplir son tout nouveau sac à dos, Spider-Man, avec des crayons fraîchement taillés et un déjeuner préparé avec tout son amour. Faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. J'adore toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. Mais Marcus n'atteindrait jamais les portes de l'école primaire de Bearwood ce matin-là. Ce qui aurait dû être une étape importante devint le début d'un cauchemar qui hanterait Diana pendant les 15 années suivantes. Le trajet de 3 pâtés de maison entre leur maison et l'école était un chemin que Marcus avait répété d'innombrables fois durant l'été. Ses petites jambes le portaient devant des repères familiers. Le jardin de roses de Madame Henley, le vieux chêne avec sa balançoire en pneus, et l'épicerie du coin où Monsieur Torino lui faisait toujours signe de la main depuis derrière le comptoir. Diana avait décidé de le laisser marcher seul pour la première fois, un rite de passage qu'elle pensait bénéfique pour renforcer sa confiance en lui alors qu'il entamait cette nouvelle étape. Ce matin de septembre, à l'air frais, elle se tenait sur le perron, regardant le sac rouge de son fils rebondir contre ses épaules, tandis qu'il trottinait sur le trottoir, ses cheveux sombres brillant sous les premiers rayons du soleil. Elle lui fit signe jusqu'à ce qu'il tourne à l'angle de la rue Maple, disparaissant de sa vue pour ce qu'elle ne savait pas être la dernière fois. Lorsque l'école appela à 9h15 pour signaler que Marcus n'était pas arrivé pour l'appel du matin, Diana sentit les premiers doigts glacés de la panique lui enserrer le cœur. Elle monta immédiatement dans sa voiture et refit le trajet qu'il aurait dû emprunter, scrutant chaque jardin, chaque ruelle, chaque endroit où un enfant curieux aurait pu s'arrêter. Le sac à dos Spider-Man était introuvable. Marcus aussi. À 10h, elle se rendit au commissariat de Bearwood Falls. Sa voix tremblait, tandis qu'elle expliquait à l'agent Bradley Merrick que son petit garçon avait disparu. La réaction initiale fut mesurée, mais sérieuse. Le signalement de Marcus fut transmis à toutes les unités. Sa photo fut distribuée aux commerces locaux et des équipes de recherche commencèrent à fouiller les quartiers résidentiels entre la maison des Caldwell et l'école. La détective Sarah Whitmore, vétérane de la police depuis 20 ans et reconnue pour sa rigueur, prit personnellement en charge l'enquête quelques heures plus tard. Les 48 premières heures furent marquées par une intense activité. Des chiens pisteurs suivirent la trace de Marcus jusqu'à l'angle des rues Maple et Pine, où elle s'évanouit inexplicablement. Les caméras de sécurité des commerces environnants ne révélèrent rien d'inhabituel, et les recherches de voisinage n'aboutirent à aucun témoignage. La communauté de Bearwood Falls, une petite ville soudée de moins de 8000 habitants, nichée au pied des montagnes Bitterroot, se mobilisa autour de la famille Caldwell. Les habitants offrirent leur aide avec un élan de solidarité qui réconforta autant qu'il submergea Diana. Des groupes de volontaires ratissèrent les forêts avoisinantes, draguaient la rivière Clearwater à l'est de la ville et plaçardaient des avis de recherche sur chaque poteau téléphonique dans un rayon de 80 km. Au fil des jours, l'affaire évolua d'une urgence immédiate à une enquête à long terme. La détective Whitmore poursuivit chaque piste avec une détermination inébranlable. Entretien avec les proches, vérification des délinquants sexuels enregistrés dans la région et investigation sur les signalements qui, inévitablement, aboutissaient à des impasses. Le mari de Diana, Thomas Caldwell, un homme doux qui travaillait comme mécanicien chez Hansen's Auto Repair, luttait pour gérer son propre chagrin tout en soutenant sa femme, de plus en plus consumée par une recherche désespérée. Leur couple commença à se fissurer, chacun vivant la douleur à sa manière. Thomas s'orientant vers l'acceptation, tandis que Diana restait convaincue que Marcus était encore vivant, quelque part, l'attendant. Le FBI fut sollicité 2 semaines plus tard, apportant ressources et expertises supplémentaires. Mais même leur intervention n'apporta pas la percée que Diana espérait chaque nuit. L'agent Coleman Hurst, spécialiste des enlèvements d'enfants, passa plusieurs mois à Bearwood Falls menant des entretiens, analysant les preuves et explorant diverses théories allant de l'enlèvement par un inconnu à une implication familiale. Bien que Thomas et Diana aient rapidement été écartés de toute suspicion, l'affaire attira l'attention des médias régionaux, et la photo scolaire de Marcus fut diffusée dans les journaux télévisés du Montana,
et des États voisins. Mais les témoignages reçus, bien que sincères, n'apportèrent jamais l'information cruciale qui aurait permis de le retrouver. Les années passèrent dans une lente agonie. Chaque anniversaire, chaque fête devenait un rappel douloureux de l'absence de Marcus. Diana transforma leur maison en une sorte de sanctuaire. Elle conserva sa chambre intacte, les vêtements encore pliés dans les tiroirs, les jouets rangés sur les étagères, comme s'ils attendaient son retour. Elle développa une routine de recherche élaborée qui devint le but de sa vie. Consulter les bases de données d'enfants disparus, correspondre avec d'autres familles endeuillées, assister à des conférences sur les enlèvements d'enfants et rencontrer tous les médiums et voyants affirmant avoir des informations sur son fils. La détective Whitmore, bien qu'assignée à d'autres affaires, conserva un intérêt officieux pour la disparition de Marcus. Elle appelait régulièrement Diana et suivait toute nouvelle piste. Sa propre fille ayant à peu près le même âge que Marcus, l'affaire l'avait profondément touchée. Thomas, de son côté, devint de plus en plus distant, jusqu'à quitter la maison le jour où Marcus aurait eu 12 ans. Il ne supportait plus de voir sa femme se détruire peu à peu dans une quête sans fin. Le divorce fut prononcé discrètement. Thomas partit avec seulement ses vêtements et une photo des trois, prise durant des jours plus heureux. Diana remarqua à peine son départ, tant elle était absorbée par sa mission unique, retrouver son fils. L'élan de solidarité initial de la communauté s'essouffla peu à peu, d'autres tragédies attirant l'attention du public. Mais Diana poursuivit sa veille avec une intensité qui inquiétait même ses plus proches amis. Elle prit un congé de son emploi au tribunal du comté, qui devint rapidement définitif. Elle vivait des versements irréguliers de Thomas et de ses économies qui fondaient, consacrant chaque instant de sa vie à la recherche. Sa sœur Rebecca Morrison tenta à plusieurs reprises de la convaincre de demander de l'aide professionnelle, de considérer la possibilité que Marcus ne reviendrait peut-être jamais. Mais ces discussions finissaient toujours en dispute, créant un fossé entre elles. Le monde de Diana s'était réduit à un seul objectif: retrouver Marcus, le ramener à la maison et prouver à tous ceux qui avaient abandonné l'idée qu'un amour maternel pouvait triompher de n'importe quel obstacle. Elle tenait des dossiers détaillés sur chaque aspect de l'affaire, créant des chronologies et des cartes élaborées, recoupant des affaires similaires à travers le pays et développant des théories devenues de plus en plus complexes au fil des années. La détective Whitmore, désormais proche de la retraite, continuait à accueillir avec courtoisie les visites régulières de Diana au commissariat, bien qu'elle craignît en privé que la mère ne perde peu à peu le sens de la réalité. Le dossier, autrefois traité de manière active, avait été transféré à la division des affaires non résolues, où il reposait parmi des dizaines d'autres disparitions irrésolues qui hantent encore la conscience collective de la police. En 2018, 10 ans après la disparition de Marcus, Diana était devenue une figure locale. On la voyait parcourir les rues de Bearwood Falls à toute heure, scrutant les visages dans la foule, relançant d'imaginaires signalements et parlant à quiconque acceptait de l'écouter au sujet de son fils disparu. Son apparence autrefois soignée avait laissé place à des cheveux en bataille et à des vêtements trop amples sur une silhouette de plus en plus fragile. Elle avait tissé un réseau de contacts dans toute la région. Parents d'enfants disparus, détectives privés, anciens policiers à la retraite, tous partageant informations et hypothèses sur des affaires non résolues. Sa maison était devenue un véritable poste de commandement, les murs recouverts de photographies, de coupures de journaux, de cartes et de documents. Les voisins s'inquiétaient pour sa santé mentale, mais la conviction de Diana ne faiblissait jamais. Elle en était venue à croire presque mystiquement que Marcus lui envoyait des signes et des messages, la guidant dans sa quête. Lorsque la détective Whitmore prit finalement sa retraite en 2019, elle fit un dernier détour pour rendre visite à Diana, apportant une boîte en carton contenant des copies de tous les dossiers de l'affaire et promettant que le nouveau détective affecté à la division des affaires non résolues, un jeune officier nommé Tyler Hutchinson, traiterait le dossier avec tout le respect qu'il méritait. Le détective Hutchinson, tout juste sorti d'une formation spécialisée sur les techniques d'investigation des cold cases, insuffla une nouvelle énergie et des outils technologiques modernes à l'affaire Marcus. Il ordonna de nouveaux tests ADN sur des éléments collectés des années auparavant, mais jamais analysés en profondeur, rouvrit des entretiens avec des témoins en employant des techniques de questionnement renforcées
et commença à numériser toutes les pièces à conviction pour analyse informatique. Diana accueillit d'abord sa démarche avec scepticisme. Elle avait connu tant de faux espoirs, mais l'approche méthodique d'Hutchinson et son engagement sincère gagnèrent peu à peu sa confiance. Il passa des heures à écouter ses théories, à consulter ses dossiers scrupuleusement tenus et à explorer des pistes que les enquêteurs précédents avaient écartées. Plus important encore, il apporta un regard neuf, libéré des années de frustration et d'impasse. Hutchinson prit contact avec les services de police des États voisins, exploitant des bases de données et des réseaux de communication qui n'existaient pas lors de la disparition de Marcus. Il utilisa également les réseaux sociaux pour raviver l'intérêt du public, diffusant des photos vieillies de Marcus sur Facebook et Twitter, atteignant des publics que les médias traditionnels n'avaient jamais touchés. La réponse fut immédiate et massive. Des centaines de partages, de commentaires et de pistes affluèrent de tout le pays. La plupart sincères mais inutiles, quelques-unes toutefois contenant des informations dignes d'être examinées sérieusement. La percée survint finalement un matin pluvieux de mars 2023, 15 ans et 6 mois après la disparition de Marcus. Diana reçut un appel téléphonique du détective Hutchinson qui allait tout changer, un appel qu'elle attendait depuis plus de la moitié de sa vie. Une société de stockage à la périphérie de Bearwood Falls, Mountain View Storage Solutions, procédait à une vente aux enchères de ses unités abandonnées lorsque le gestionnaire Jerry Kowalski fit une découverte alarmante. L'unité 147, louée sous un faux nom et abandonnée lorsque les paiements avaient cessé en 2009, contenait des objets d'enfants, notamment un sac à dos Spiderman, d'un rouge trop familier pour être ignoré. Quand Hutchinson arriva sur place et vit ce sac parmi des cartons d'affaires ménagères, des outils et de l'électronique, il le reconnut immédiatement grâce aux centaines de photographies conservées dans le dossier de Marcus. Le sac à dos était identique à celui décrit par Diana, jusqu'à la petite déchirure dans un coin inférieur, due à un accrochage sur une clôture lors d'une de leurs promenades d'entraînement estival. À l'intérieur se trouvaient les fournitures scolaires soigneusement préparées, crayons taillés, cahier portant le nom de Marcus écrit de sa minuscule écriture de 7 ans, et même le déjeuner qu'elle lui avait préparé, désormais décomposé au point d'être méconnaissable, mais toujours enfermé dans son emballage en papier brun. La découverte provoqua une onde de choc au sein du commissariat de Bearwood Falls et électrisa la communauté qui n'avait jamais complètement oublié le petit garçon disparu. Le détective Hutchinson plaça immédiatement l'unité sous scellé, appelant l'équipe médico-légale de l'État pour examiner chaque élément à la recherche de preuves potentielles. Lorsqu'elle aperçut le sac à dos à travers la vitre de la salle des pièces à conviction, Diana s'effondra à genoux, déchirée entre la douleur et une forme de triomphe. Voici la preuve que sa veille de 15 ans n'avait pas été vaine, que la disparition de son fils n'était pas une tragédie fortuite, mais quelque chose de bien plus sinistre et délibéré. Les registres de la société de stockage révélèrent que l'unité avait été louée en septembre 2008, quelques jours après la disparition de Marcus, par un individu utilisant le nom de David Fletcher, qui avait payé en espèces pour la première année avant de disparaître lui aussi. L'identité fausse, suffisamment complexe pour tromper le contrôle minimal du centre, recelait pourtant un indice: l'analyse des documents de location mis au jour des empreintes digitales cruciales. Hutchinson fit appel au système modernisé de l'empreinte digitale du FBI, l'AIS, Automated Identification System, considérablement amélioré depuis les débuts de l'enquête originale. En moins de 48 heures, une correspondance fut établie. Ces empreintes appartenaient à Vincent Parchman, un homme de 54 ans ayant déjà fait l'objet de poursuites pour mise en danger d'enfants, vivant à Bearwood Falls sous une fausse identité depuis 2007. Parchman, qui se faisait appeler Vincent Parrish et travaillait comme concierge dans plusieurs écoles de la région, fut immédiatement placé sous surveillance, tandis que le détective Hutchinson constituait un dossier solide en vue d'une inculpation. L'enquête révéla que Parchman avait été renvoyé de son poste à l'école élémentaire de Bearwood à peine 3 mois avant la disparition de Marcus, à la suite de plaintes concernant ses comportements inappropriés envers des élèves, mais qu'il avait réussi à retrouver des postes similaires dans d'autres écoles et districts voisins en falsifiant son parcours professionnel. Son historique de location montrait un schéma de déménagement fréquent, toujours assez rapide pour échapper aux vérifications d'antécédents susceptibles de révéler sa véritable identité
et son passé criminel. Lorsque les enquêteurs obtinrent un mandat pour perquisitionner son domicile actuel, une roulotte située dans le parc de Mobile Homes Pinnerest, en périphérie de la ville, ils découvrirent une collection inquiétante de photographies d'enfants prises à leur insu lors d'événements scolaires, de récréation et dans des lieux publics, ainsi que des plans détaillés des trajets scolaires et des plannings d'une trentaine d'écoles élémentaires réparties sur 3 comtés. Les preuves dessinaient le portrait d'un prédateur qui traquait méthodiquement ses victimes potentielles depuis des années, Marcus semblant avoir été choisi en raison de son itinéraire de marche régulier et de l'heure précisément prévisible de sa rentrée scolaire. Plus terrifiant encore, les policiers mirent la main sur un journal dans lequel Parchman consignait ses observations concernant Marcus durant l'été 2008. Les parcours d'entraînement, l'emploi du temps de sa mère et l'horaire exact qui lui permettait d'intercepter l'enfant sans être vu. L'arrestation de Vincent Parchman, le 22 mars 2023, marqua le début du dernier chapitre de l'histoire de Marcus Caldwell, même si elle ne fut pas la résolution heureuse dont Diana avait rêvé tout au long de sa longue veille. Lors de son interrogatoire, Parchman maintint d'abord son innocence, affirmant que les empreintes trouvées dans l'unité de stockage avaient dû y être falsifiées et qu'il n'avait jamais vu Marcus Caldwell. Confronté à l'accumulation de preuves matérielles et à la documentation minutieuse de son comportement de traque, il craqua peu à peu. Le détective Hutchinson, fort de son expérience et de sa formation spécialisée face aux prédateurs d'enfants, noua progressivement un rapport de confiance qui conduisit finalement à une confession capable d'apporter à Diana les réponses qu'elle cherchait depuis 15 ans. Dans une déclaration enregistrée en présence de son avocat commis d'office, Parchman admit avoir approché Marcus le matin du 3 septembre 2008. Alors que le garçon traversait la rue Maple en direction de l'école, il prétendit n'avoir eu d'abord que l'intention de lui parler. Mais, lorsqu'un Marcus terrifié tenta de fuir, Parchman paniqua et le retint de force pour l'empêcher d'alerter qui que ce soit. La confession dévoila que Marcus avait été séquestré dans une cabane abandonnée au cœur de la forêt nationale de Bitterroot pendant plusieurs jours. Parchman, disait-il, avait alors pris conscience de la gravité de son acte et de l'impossibilité de libérer l'enfant sans s'exposer à la perpétuité. Les derniers jours de Marcus, tels que décrits par Parchman, se révélèrent encore plus déchirants que ce que l'on avait imaginé. Le garçon, faisait-il valoir, s'était montré d'un courage extraordinaire. Il demandait sans cesse à rentrer auprès de sa mère et gardait l'espoir qu'on vienne le chercher, même perdu dans cette cabane isolée. Il chantait pour se réconforter et parlait sans relâche de sa famille et de l'excitation qui l'animait à l'idée de ce premier jour d'école. La confession précisa que Marcus n'avait pas été tué violemment, mais qu'il était mort suite à une urgence médicale que Parchman n'avait ni les compétences ni la volonté de traiter, préférant céder à la panique et dissimuler le corps plutôt que de demander de l'aide, ce qui aurait peut-être pu sauver l'enfant. Le lieu de la sépulture, dans une zone reculée de la forêt, avait été soigneusement choisi et camouflé, et pourtant il avait déjà été fouillé à plusieurs reprises lors de l'enquête initiale. Parchman y conduisit les enquêteurs 3 jours après sa confession. Un bosquet de pins au bord d'un petit ruisseau, où les restes de Marcus furent finalement exhumés et restitués à sa mère après 15 ans et 7 mois. Le sac à dos Spider-Man, expliqua Parchman, avait été conservé comme un sinistre trophée, entreposé dans l'unité de stockage aux côtés d'autres souvenirs de ces années de traque dans la région. Le procès de Vincent Parchman s'ouvrit 8 mois plus tard, en novembre 2023, et attira l'attention des médias nationaux. L'histoire de la disparition de Marcus et du courage de sa mère dépassant largement le cadre de Bearwood Falls. Diana, âgée de 51 ans et portant les marques physiques et émotionnelles de 15 années d'angoisse, témoigna avec une force qui surprit tous ceux qui l'avaient vu lutter dans les chapitres les plus sombres de sa vie. Elle raconta l'enthousiasme du petit garçon pour sa rentrée, les années de recherche et d'espérance, la solidarité de la communauté et le dévouement implacable des enquêteurs. Son témoignage, à la fois poignant et puissant, évoquait non seulement la perte de son fils, mais aussi celle de la vie qu'elle aurait pu mener, des relations sacrifiées à son obsession et du prix de cet amour maternel si total qu'abandonner l'espoir lui était devenu impossible. Le détective Hutchinson décrivit quant à lui l'enquête, la découverte décisive de l'unité de stockage
et le travail policier méthodique qui avait enfin permis de traduire Parchman en justice. L'accusation dépeignit un prédateur ayant volé non seulement la vie de Marcus, mais aussi 15 années de celle de sa mère, réclamant la peine maximale autorisée par la loi du Montana. La défense, limitée par la force des preuves et la confession, ne put plaider que la clémence en mettant en avant la coopération de Parchman et ses remords. Argument peu convaincant face à l'ampleur de son comportement de traque. Le 15 décembre 2023, Vincent Parchman fut condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, apportant un dénouement judiciaire à une affaire qui hantait Bearwood Falls depuis plus de 15 ans. La juge Margaret Stanfield, annonçant la sentence, s'adressa directement à Diana Caldwell, saluant son courage extraordinaire et sa détermination inébranlable qui avaient permis de maintenir l'espoir vivant quand tant d'autres l'avaient perdu. Ces paroles furent d'alors pour Diana une reconnaissance des choix qu'elle avait faits, des sacrifices qu'elle avait consentis et de la foi indéfectible qui avait enfin rendu justice à son fils. Alors qu'on menait Parchman menottes au poignet, Diana éprouva une émotion complexe, un immense soulagement de savoir que l'homme qui lui avait volé son enfant ne pourrait plus jamais nuire à un autre, la satisfaction que sa longue quête avait finalement été légitimée, et pourtant une profonde tristesse de réaliser que la résolution obtenue n'était pas la réunion dont elle avait rêvé pendant tant d'années. La salle d'audience était comble, remplie de membres de la communauté qui n'avaient jamais oublié Marcus, d'anciens enquêteurs ayant travaillé sur l'affaire et d'autres familles touchées par des tragédies similaires. L'attention médiatique suscita un regain d'intérêt pour d'autres affaires non résolues, plusieurs familles sollicitant Diana pour obtenir conseil et soutien dans leur propre recherche de proches disparus. Les mois qui suivirent la condamnation de Vincent Parchman marquèrent le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Diana Caldwell, celui de la guérison et du souvenir, plutôt que de la quête incessante. Marcus fut enfin inhumé au cimetière de Bearwood Falls, sur une colline dominant la ville où il avait vécu sa courte mais joyeuse existence. Sa tombe, marquée d'une simple pierre gravée de son nom, de ses dates et des mots « Fils adoré, à jamais 7 ans », reçut des centaines de visiteurs lors de la cérémonie funéraire. Beaucoup n'avaient jamais connu Marcus, mais avaient été touchés par son histoire et par la détermination inébranlable de sa mère. L'ex-mari de Diana, Thomas, revint en ville pour la cérémonie. Ils se tinrent côte à côte près de la tombe de leur fils, unis dans leur chagrin malgré les années et les circonstances qui les avaient éloignés. Le processus de guérison, lent et complexe, inclut des séances de thérapie pour aborder le traumatisme de la perte de Marcus et le poids psychologique de 15 années d'obsession. Diana dut réapprendre à vivre sans ce but unique qui avait structuré son existence. Elle redécouvrit des centres d'intérêt et noua à nouveau des relations qu'elle avait mises de côté durant sa longue veille, renouant avec des amis et des membres de sa famille qu'elle avait repoussés par son surinvestissement dans la recherche. Dans l'année qui suivit l'inhumation de Marcus, Diana trouva une nouvelle vocation: aider d'autres familles confrontées à des tragédies similaires. Forte des connaissances et des contacts acquis pendant son enquête solitaire, elle s'associa au détective Hutchinson pour créer à Bearwood Falls un groupe de soutien aux affaires non résolues, offrant ressources et accompagnement émotionnel aux proches de personnes disparues. Son expérience lui avait enseigné de précieuses leçons: collaborer efficacement avec les forces de l'ordre, exploiter l'attention médiatique et préserver l'espoir face à des probabilités apparemment insurmontables. Diana commença également à intervenir lors de conférences et de formations destinées aux enquêteurs, partageant son point de vue unique de mère de victime et d'enquêtrice amateur infatigable. Son histoire devint un symbole de la puissance de l'amour maternel et de la ténacité, inspirant d'autres familles à poursuivre leurs recherches, même quand les enquêtes officielles s'étaient essoufflées. La maison de l'avenue Elmhurst, jadis son quartier général, fut progressivement retransformée en foyer, bien que la chambre de Marcus restât presque intacte, sanctuaire de mémoire et de recueillement. Diana y trouvait du réconfort à s'y rendre régulièrement, partageant silencieusement avec son fils les évolutions de sa vie et la manière dont son histoire continuait d'impacter les autres. Le détective Tyler Hutchinson, dont l'approche novatrice et les techniques modernes avaient enfin permis de résoudre l'affaire, fut promu sergent et devint le spécialiste des cold cases du département.
Il reconnut que les dossiers méticuleusement tenus par Diana et son plaidoyer sans relâche avaient été déterminants pour élucider la disparition de Marcus. Il mit en place de nouveaux protocoles afin que les familles de personnes disparues bénéficient d'un meilleur soutien et que leurs contributions soient systématiquement intégrées aux enquêtes en cours. Le succès de l'affaire Marcus conduisit à un regain d'intérêt pour plusieurs autres cold cases de la région. Hutchinson appliqua des techniques et des technologies similaires à des disparitions qui laissaient les enquêteurs perplexes depuis des années. La découverte de l'unité de stockage souligna l'importance de suivre scrupuleusement des opérations apparemment anodines, comme la vente aux enchères de biens abandonnés, et entraîna des changements de politique dans les centres de stockage du Montana, désormais tenus de renforcer les vérifications d'antécédents et d'améliorer la communication avec les forces de l'ordre en cas d'abandon de locaux loués. L'affaire provoqua également un débat sur la sécurité dans les écoles et les procédures de contrôle des antécédents. Le parcours de Marcus rappelant tragiquement les failles existant même dans les communautés se croyant à l'abri de tels drames. À l'approche du premier anniversaire de l'inhumation de Marcus et du deuxième anniversaire de la découverte qui avait tout changé, Diana fit le bilan d'un périple qui avait occupé près de la moitié de sa vie et l'avait transformée au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. La femme qui, ce matin de septembre 2008, se tenait sur son perron pour voir son garçon de 7 ans s'élancer vers l'école, avait été façonnée par le deuil, la détermination et finalement par une résolution à la fois douce amère, confirmant ses pires craintes, tout en prouvant la validité de sa foi inébranlable. Elle avait perdu son mariage, sa carrière, de nombreuses amitiés et 15 années d'une existence potentiellement plus ordinaire. Mais elle avait aussi gagné quelque chose qu'on ne lui ravirait jamais, la certitude absolue d'avoir tout fait pour ramener son fils à la maison et pour que son histoire ne sombre jamais dans l'oubli. Le sac à dos rouge Spider-Man, aujourd'hui conservé comme pièce à conviction, mais destiné à lui être rendu une fois toutes les procédures judiciaires achevées, deviendrait le symbole non seulement de la perte, mais aussi de cet amour indomptable et de cet espoir capable de survivre aux circonstances les plus sombres. L'histoire de Diana s'était inscrite dans la mémoire de Bearwood Falls. Un rappel que certains mystères peuvent être élucidés, que certaines réponses peuvent être trouvées et que certaines mères ne cesseront jamais de se battre pour leurs enfants, quel que soit le temps qui passe ou l'apparente impasse de la situation. Elle avait démontré qu'un engagement individuel peut faire la différence, que l'amour peut dépasser les limites institutionnelles et que la justice, parfois retardée, peut être rendue grâce à la persévérance et à une foi inébranlable. Les questions qui la tourmentaient depuis 15 ans trouvaient enfin leur réponse. L'homme responsable de la mort de son fils avait été condamné et Marcus pouvait désormais reposer en paix, assuré que son histoire avait été racontée et que son meurtrier ne ferait plus jamais de victime. En partageant son histoire avec le monde, Diana espérait inspirer d'autres familles à poursuivre leurs propres recherches, encourager les enquêteurs à ne jamais abandonner les cold cases et rappeler aux communautés l'importance de soutenir les familles dans leurs heures les plus sombres et de ne jamais oublier les victimes dont les récits risqueraient de s'éteindre avec le temps.